Je vais vous parler, vous l'avez compris, d'un instrument dont on va parler de la réhabilitation en quelque sorte. Et cette image introductive vous montre un gnomon qu'on va définir un peu plus en détail, un gnomon sur Terre. Et puis l'image de droite, c'est un gnomon sur Mars. On peut se dire comment on passe de l'image de gauche à l'image de droite. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. On va d'abord faire des petits rappels d'astronomie préalable sur ce que traduit le gnomon. Le gnomon traduit en fait un double mouvement. À la fois le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, la Terre tourne sur elle-même en à peu près 24 heures, et le gnomon traduit également, du moins son ombre qui se déplace, traduit le mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil en à peu près un an, avec son axe de rotation incliné, et c'est cette inclinaison de l'axe de rotation, qui vaut actuellement 23 degrés 26 minutes, qui est responsable du phénomène de saison. L'inclinaison de l'axe provoque une variation de la hauteur du Soleil en un lieu donné. Je vous rappelle que cette variation atteint, quel que soit l'endroit sur Terre, 47 degrés. Donc, pour l'ombre d'un gnomon, ça va se traduire par une variation de sa longueur. Donc, on résume, l'ombre va évoluer au cours de la journée en raison du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, et elle va évoluer au cours de l'année en raison du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, le gnomon, voilà ce que c'est un simple bâton vertical, planté en terre, et donc on va s'intéresser à l'évolution de son ombre. Car si vous regardez l'ombre d'un gnomon, qui en grec veut dire indicateur, ça vient du grec tognomon, eh bien vous allez voir que cette ombre est infinie au lever du soleil, elle raccourcit jusqu'à être la plus courte à midi solaire. À ce moment-là, le soleil culmine vers le sud géographique, on dit qu'il est au méridien, et c'est cette ombre méridienne qui va nous intéresser. Et ensuite, l'ombre se rallonge au cours de la journée jusqu'à devenir infinie au moment du coucher du soleil. Alors, le gnomon va avoir une utilisation, vous la connaissez tous, très tôt dans l'Antiquité. Je rappelle succinctement que c'est grâce à un simple gnomon que l'astronome géographe Ératosthène va déterminer au IIIe siècle avant Jésus-Christ la rotondité de la Terre. Il va mesurer la circonférence. Alors Ératosthène vit dans le grand centre intellectuel de l'Antiquité qui est Alexandrie, et on sait très bien, depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ, que la Terre est ronde. Ératosthène sait que la Terre est ronde. Et l'argument le plus en faveur de cette rotondité, je vous le rappelle, ce sont les éclipses de lune. Lorsque la lune est pleine et à certaines périodes elle rentre dans l'ombre de la Terre, vous voyez la forme arquée de la Terre sur la lune. Donc Ératosthène veut mesurer la circonférence de la Terre, et pour mesurer une circonférence, il lui faut un rayon. Alors, Ératosthène sait que, plus au sud d'Alexandrie, dans une ville ici qui s'appelle Syène, il y a un puits, et que l'on regarde dans ce puits à midi en été, on voit le soleil se refléter dans le puits. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous avez un puits, vous regardez dans le puits à midi solaire, en été, et vous voyez le soleil dans le puits. Ça veut dire que le soleil est au zénith du puits, ce qui n'est pas possible à Alexandrie. Alors pourquoi on voit le soleil au zénith? Parce que justement, Syène se trouve précisément sur le tropique du Cancer. Donc pour mesurer la circonférence, il lui faut le rayon. Il lui faut d'abord déterminer cet angle alpha, c'est-à-dire pratiquement le complément de la hauteur du soleil. Et vous voyez que là, les rayons parallèles du soleil sont coupés par une droite, donc l'angle alpha est égal à l'angle bêta. Donc il va planter à Alexandrie un gnomon. Je vous précise au passage que cette expérience d'Ératosthène nous est connue grâce à un auteur beaucoup plus tardif, qui vit 5 siècles après lui, qui s'appelle Cléomède, et qui rapporte cette expérience dans son ouvrage latin, traduit en latin par la suite, qui s'appelle La théorie élémentaire. Et donc, grâce à un gnomon planté à Alexandrie, il détermine la hauteur du soleil, car un gnomon sert à mesurer une hauteur et une direction. Ayant l'angle alpha, il a donc l'angle bêta, puisque c'est le même, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque la distance entre Alexandrie et Syène. Ça fait quand même 1000 km. Donc comment, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mesurer 1000 km? Il n'y a pas 36 solutions. Vous comptez vos pas, comme ça, sur 1000 km. C'est ce qu'on appelle des bématistes. Ce sont des arpenteurs du désert. Donc si vous connaissez l'arc ici, et que vous connaissez l'angle, vous en déduisez le rayon. Et voilà comment, avec un simple gnomon et une ombre méridienne, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène mesure la circonférence de la Terre. Alors évidemment, on pourrait argoter en disant que
Alexandrie et Sienne ne sont pas sur le même méridien, qu'on ne sait pas exactement quelle est la valeur du stade, qui est l'unité de mesure utilisée par Ératosthène, mais ce qui est extraordinaire, c'est le principe. Avec l'ombre d'un bâton, on peut mesurer la circonférence d'une planète. Alors, ce gnomon, il est intéressant pour les astronomes, c'est, on va dire, le plus ancien instrument d'astronomie. Et il va permettre de déterminer les éléments fondamentaux de l'astronomie. Donc, un gnomon, c'est ce bâton vertical, et on va s'intéresser donc à cette ombre méridienne qui est la plus courte à midi vrai. Elle va être la plus courte au long de l'année au solstice d'été, lorsque le soleil est évidemment très haut. Elle va être la plus longue au solstice d'hiver, et aux équinoxes, on va voir ce qu'on appelle une ombre intermédiaire, l'ombre équinoxiale. La mesure de la longueur de l'ombre d'un gnomon aux équinoxes permet de directement déterminer ce paramètre-là, phi, c'est-à-dire la latitude du lieu. Toutes les latitudes du lieu de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge sont déterminées par des ombres équinoxiales. Et puis, en observant les hauteurs du Soleil au solstice d'été et au solstice d'hiver, on va déterminer la quantité epsilon, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation, qui vaut, je l'ai dit aujourd'hui, 23 degrés 26 minutes. Et vous allez voir que cette obliquité de l'écliptique va tourmenter, on va dire, les astronomes à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental que de mesurer ces hauteurs méridiennes, mais vous allez voir que le gnomon, ce n'est pas non plus une panacée. Alors un gnomon très connu, c'est celui qui se trouve place de la Concorde, qui a été offert, vous le savez, à la France en 1836. C'est un obélisque, mais l'utilisation d'un obélisque comme gnomon est assez anachronique. En Égypte, les gnomons sont placés contre les temples. Ils ne servent pas de cadran solaire ni d'indicateur. Alors, en l'an 2000, pour fêter le passage, on a transformé la place de la Concorde en cadran solaire. Et donc, on va s'intéresser à l'ombre du pyramidion qui est là. Et un point tout à fait essentiel, dans un gnomon, on s'intéresse uniquement à l'extrémité de l'ombre. Et si vous allez place de la Concorde, eh bien, vous pourrez voir qu'il subsiste ici la ligne méridienne, c'est-à-dire la ligne nord-sud géographique, et puis quelques chiffres qu'on a mis sur la chaussée. Là, vous avez le chiffre 15 heures, mais il subsiste le chiffre 8 heures, 9 heures, etc. Vous avez compris au passage que lire l'heure sur la place de la Concorde, c'est quand même mettre sa vie en péril. Hein. Mais ça existe toujours, il reste des bandes thermocollées. Alors la difficulté, quand vous avez justement un gnomon, c'est que l'ombre n'est pas pure. Et donc ça va affecter la netteté de l'extrémité et donc la précision. Et pourquoi est-ce que l'ombre d'un gnomon n'est pas pure ? Regardez l'expérience, c'est très simple. Vous mettez une plaque et vous la mettez perpendiculaire au soleil. Le Soleil n'est pas un objet ponctuel. Le Soleil a un diamètre d'environ 32 minutes, grosso modo 1,5 degré. Ce qui veut dire que votre plaque ici perpendiculaire au Soleil, elle va engendrer ici une ombre, mais cette ombre va connaître une dilution. Et seule la partie PA' qui correspond au bord supérieur du Soleil est de l'ombre pure. Tout ce qui est A', O' et A'B' va être de la pénombre. Donc voilà pourquoi, lorsque l'on plante un gnomon, on a un effet de pénombre. C'est dû à la dilution, c'est dû au diamètre apparent du Soleil. Alors pour résoudre ce problème, dont les premiers astronomes de l'Antiquité sont parfaitement conscients, on va essayer de trouver des solutions. Mais on n'a pas toujours la solution. Et j'en prends pour preuve un immense cadran solaire sur lequel nous allons revenir, qui se trouve dans une ville du Rajasthan en Inde, c'est Jaipur. Jaipur, où on trouve un immense observatoire astronomique créé par un Maharaja au début du XVIIIe siècle. Et l'emblème de Jaipur, c'est cet immense cadran solaire équatorial, donc ici avec un style, c'est-à-dire un gnomon qui pointe vers le pôle céleste en marbre. Et vous voyez que ce gnomon ici, ce style, va projeter une ombre ici sur l'armille qui fait quand même 15 mètres de rayon. Et donc on lit l'heure solaire ici. Et si vous regardez la littérature concernant cet immense cadran solaire de Jaipur, vous pouvez lire que, même sur Wikipédia, que la précision est de l'ordre inférieure à la minute. Alors on se dit, ouais, c'est incroyable. Mais vous allez voir qu'évidemment, c'est tout autre. Voilà, là. Alors, ce qui est marrant à Jaipur, c'est que vous pouvez rentrer dans les cadrans solaires. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, vous avez l'armille équatoriale ici. Vous avez mes collègues là, qui vous donnent un petit peu une idée des dimensions du cadran. Puis là, vous avez donc la rupture ombre, ici, lumière, ce qu'on appelle le terminateur. Bien, regardez bien. Est-ce que vous êtes capable de me dire où se fait la transition ombre-lumière ? Ben non.
parce qu'il y a un effet de pénombre, bien que le marbre soit gradué de façon extrêmement précise. Ce qui fait que si vous arrivez à lire l'heure à 5-6 minutes près, c'est déjà un prodige. Donc on s'est dit très tôt, le gnomon c'est intéressant, mais il va falloir le surmonter par exemple, comme ici, d'une espèce de sphère. Et voilà un gnomon qui se trouve à Rome, c'est un obélisque, il est très célèbre évidemment, car c'est celui que va ramener Auguste en 10 avant Jésus-Christ, à Rome, pour fêter sa victoire d'Égypte. Il va l'installer sur le champ de Mars, à Rome, et ça va être la première méridienne que va construire Auguste. Aujourd'hui, cet obélisque-là se trouve place Montecitorio, petite place très sympathique où il y a un marché. Donc, on va surmonter les obélisques d'une sphère pour atténuer l'effet de pénombre, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le principe de la méridienne, non plus. On ne va pas faire de l'ombre dans la lumière, on va faire de la lumière dans de l'ombre. Et pour ça, au XVIe et en particulier XVIIe et XVIIIe siècle, on va reprendre le principe du sextant astronomique. Un des plus connus, c'est celui de Samarcande, qui a été construit, vous le savez, par Ulugh-Beg, qui est un sextant astronomique enterré dans le sol avec un rayon de 40 mètres. Donc c'est une chambre noire avec un tout petit œilleton. Et on va, pour déterminer les paramètres de l'astronomie, à partir des XVIe et XVIIe siècles, utiliser d'immenses bâtiments, parce qu'il faut beaucoup d'espace. Et donc, on va prendre un volume immense, ça va être des cathédrales essentiellement, et on va mettre au sommet de ces cathédrales un petit trou, un œilleton, qui va laisser rentrer les rayons du soleil. Et donc ici, au solstice d'été, on va avoir une tache du soleil quasiment circulaire, et puis au solstice d'hiver, une tache beaucoup plus elliptique. C'est ce qu'on appelle des méridiennes intérieures. Alors je vais vous en présenter 3. Vous allez voir que ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Ce sont encore aujourd'hui les plus grands instruments astronomiques au monde. La plus célèbre va être construite par Jean-Dominique Cassini. Jean-Dominique Cassini, qui, vous le savez, est un grand astronome que Louis XIV va faire venir en France. Ça va être le premier directeur de l'Observatoire de Paris. Mais avant de venir en France, Cassini va construire à Bologne, dans la basilique San Petronio, un chef-d'œuvre absolu, la fameuse méridienne. Alors ça, c'est un dessin de Cassini. Vous avez la basilique de San Petronio. Il va mettre sur une partie du toit un petit trou, et par ce petit trou, il va laisser rentrer les rayons du soleil et il va déterminer à l'intérieur de la basilique une méridienne, c'est-à-dire un axe nord-sud géographique qu'il va graduer et sur lequel il va faire des mesures. Alors, voilà ce que ça donne. C'est une bande de laiton de quelques millimètres d'épaisseur qui mesure 67 mètres de long, qui passe, vous voyez, quasiment entre les deux piliers. Et voilà ce que ça donne, par exemple, au solstice d'été. Vous avez la tache quasiment circulaire, ici, du soleil, et vous pouvez lire, grâce aux graduations de la règle, de la méridienne, la hauteur du soleil. Dans une méridienne intérieure, on lit la hauteur du soleil. Alors, voilà ce qui se passe. Le gnomon, il est situé à 27 mètres de haut, c'est quand même considérable. Et en dessous, ici, au-dessus, vous avez ici, avec un petit dessin, le trou du gnomon. Cassini applique sa règle qui consiste à dire que le diamètre de l'œilleton doit être égal à 1/1000 de la hauteur de l'œilleton. Ça veut dire que ce petit œilleton fait à peine 3 mm de diamètre. C'est tout petit. Et regardez ce que ça donne. Alors vous avez cette méridienne, et les Italiens sont intelligents, contrairement aux Français, parce qu'ils protègent du piétinement leur méridienne, alors qu'on va voir qu'à Saint-Sulpice, ça devient quand même assez dramatique. Et donc vous avez ici tous les gens, vous voyez leurs pieds là, et donc ils observent la tache de lumière ici. Ça, c'est au solstice d'été. Et regardez au solstice d'hiver. Là, ça fait à peu près une soixantaine de centimètres. Au solstice d'hiver, la tache est extrêmement elliptique. Elle fait presque 1,80 m de grand axe. C'est considérable. Cette méridienne va être utilisée pendant très longtemps. Elle va être utilisée de 1655 à 1736. Tous les grands astronomes de l'Europe défilent à San Petronio dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Riccioli, Grimaldi, Celsius, tous les jours, 4500 observations. On mesure tous les jours la position, la hauteur du soleil à midi vrai. Et pour déterminer quoi ? Eh bien, pour déterminer l'obliquité de l'écliptique. Alors, il se trouve qu'à l'époque, je vous l'ai dit, la communauté astronomique est agitée par une question: est-ce que l'obliquité de l'écliptique, qui est un paramètre fondamental en astronomie, est constante ?
Certains pensent que oui. C'est le cas de Riccioli, c'est le cas de Cassini. Et pour le prouver, donc, il leur faut des grands instruments. Et le premier, donc, c'est San Petronio. Le deuxième, eh bien, lorsque Cassini arrive à Paris, à l'Observatoire, il va immédiatement proposer de faire une méridienne, mais il n'aura pas le temps. C'est son fils Jacques Cassini qui va la faire au premier étage de l'Observatoire de Paris. Donc une méridienne beaucoup plus courte, hein. Elle ne fait que 32 mètres de long. L'œilleton est placé à 10 mètres de hauteur. Cette photo que vous voyez là, elle est prise depuis l'œilleton. Donc on est dans la salle Cassini d'Observatoire. Donc vous avez le nord qui est par ici et le sud qui est par là. Et vous avez la petite tache de lumière. Cette bande de laiton, vous allez le voir, elle est évidemment graduée. Donc vous avez ici l'œilleton. On mettra plus tard d'ailleurs une lentille pour mieux focaliser. Vous allez voir ici la tache de lumière qui est observée pratiquement tous les jours. Alors moins qu'à San Petronio, hein, on va y observer pendant à peu près un quart de siècle. Et avec cette méridienne d'observatoire, on commence à avoir des doutes. On se dit, l'obliquité de l'écliptique, ça commence à varier. Mais ça agite toujours l'Académie des sciences, les astronomes. Et quelqu'un va dire, moi je vais trancher le problème. Et celui qui va trancher le problème, c'est encore un astronome, c'est Charles Lemonnier. Charles Lemonnier va installer en France le plus grand instrument astronomique, c'est toujours le cas aujourd'hui, dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Il va construire une méridienne au sol qui mesure 40 mètres de long et qui remonte sur 10 mètres sur un obélisque ici. Allez la voir. C'est un monument extraordinaire. Alors c'est une bande de laiton d'à peu près 4-5 mm de large, et je le disais, elle n'est pas du tout protégée du piétinement des visiteurs, ce qui fait qu'elle commence à s'altérer. Alors Lemonnier est très ambitieux avec sa méridienne. Il pense qu'il va prouver que, contrairement à ce que tout le monde pense, l'obliquité est fixe. Et il va installer dans le vitrail sud, alors dites-vous bien qu'à l'époque, le vitrail sud de l'église Saint-Sulpice est complètement occulté, il va mettre 2 œilletons, un en haut et un en bas. Alors ça c'est bizarre, mais il n'a pas le choix. Sa méridienne est tellement grande que l'œilleton du bas ne peut pas atteindre le solstice d'été. Vous voyez, une petite échancrure d'ailleurs dans la corniche pour laisser passer ici les rayons du soleil. Donc un œilleton pour l'été, un œilleton pour l'hiver. Car la particularité de la méridienne de Saint-Sulpice, si vous allez la voir, c'est qu'elle n'est pas graduée. On n'y observe que 2 fois par an, au solstice d'été et au solstice d'hiver. Là, ça donne une espèce de tache, vous voyez, assez évanescente. On reconnaît ici le signe zodiacal du tropique du Capricorne. Et donc, Lemonnier matérialise. Il grimpe sur une échelle. Et tous les solstices d'hiver, entre 1743 et 1799, il matérialise au crayon à papier, ici, les dimensions de la tache sur sa méridienne qui est là. Et il veut mettre en évidence que l'obliquité est fixe. Malheureusement, il rencontre des problèmes. D'abord, il est confronté à une découverte qui est faite par un grand astronome anglais, un astronome royal, James Bradley, qui a montré que la Lune exerce sur le plan de la Terre, sur le plan équatorial de la Terre, une attraction et que ça fait osciller l'obliquité de l'écliptique. C'est ce qu'on appelle la nutation. 18 secondes de degré. Eh bien, pour vous dire à quel point Lemonnier est convaincu que sa méridienne est précise, il dit « Ma méridienne à Saint-Sulpice va mettre en évidence la nutation de Bradley. Et une période de nutation, c'est à peu près 19 ans. Donc il se dit « Je vais faire des mesures pendant 19 ans et je verrai si ça a bougé. » Qu'est-ce qu'on va voir sur la méridienne? On doit voir une petite translation de quelques millimètres de la tache de lumière vers le nord. Au bout de 19 ans, il n'observe pas de translation de la méridienne. Donc Lemonnier dit « Ah, qu'est-ce que j'avais dit? L'obliquité ne varie pas. » Mais il est un peu embarrassé parce qu'entre-temps, un mécanicien céleste et grand astronome que vous connaissez, Léonard Euler, va montrer en 1756 que les planètes Vénus et Jupiter exercent sur la Terre une attraction gravitationnelle qui se traduit par une diminution de l'obliquité de l'écliptique, qu'on ne sait pas chiffrer. Cette diminution, aujourd'hui, on la connaît, elle vaut 47 secondes de degré par siècle. C'est un tout petit angle, 47 secondes. Hein. Et vous comprenez bien que pour mettre en évidence cette variation, il vous faut des grands instruments. Alors, Lemonnier va quand même être obligé de se ranger au bout de la 2e révolution des nœuds lunaires à sa méridienne, et la méridienne de Saint-Sulpice va prouver de façon indubitable que, effectivement, l'obliquité de la Terre subit une variation. Celui qui va porter, ou confirmer, on va dire, cette diminution de l'obliquité de l'écliptique, c'est un autre astronome qui, à la même époque
que le meunier en France va construire en 1750, c'est Leonardo Ximénez, ce qui reste aujourd'hui le plus grand instrument astronomique au monde. Il va aller à Florence et il va installer, vous le voyez, en haut de Il Duomo, comme on dit, un œilleton à 91 mètres de hauteur. C'est gigantesque. C'est tellement gigantesque qu'il ne peut faire qu'une petite méridienne. Alors vous la voyez, c'est la méridienne, protégée évidemment des pas du public. Vous voyez l'immense tache de lumière que projette le tout petit œilleton situé à 91 mètres. Ça défile à une vitesse prodigieuse. Et grâce, vous voyez, c'est vraiment une attraction de voir cette tache de lumière qui se balade très vite et qui recouvre ici la position du solstice d'été. Et grâce à cette méridienne de Ximénez en 1750, on va prouver définitivement à la communauté astronomique que oui, l'obliquité de l'écliptique diminue, elle n'est pas constante. Alors ces objets évidemment ont perdu de leur utilité aujourd'hui, mais ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs instruments d'astronomie de l'époque. La précision, c'est à peu près 10 secondes de degré dans la lecture d'une position. Revenons à Jaipur. Au début du XVIIIe siècle, un Maharaja, Jai Singh II, va construire en Inde 5 grands observatoires. Et il va faire le plus beau de ces observatoires à Jaipur, donc c'est au Rajasthan. C'est un observatoire uniquement gnomonique, alors qu'en Occident, en Europe, on est à l'observation à la lunette. Et bien là-bas, on fait que des cadrans solaires à vocation astrologique, bien sûr, mais aussi à vocation de faire de nouvelles tables planétaires. Alors, ce qui est marrant dans ces cadrans solaires, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur, et ce qui veut nous intéresser, ce sont ces deux objets-là, ce qu'on appelle les Yamarantras. Ce sont des gnomons extrêmement perfectionnés que va installer Jai Singh II donc à Jaipur, vous le voyez. C'est un bâtiment assez original. Il y a toujours un côté esthétique dans les observatoires de Jaipur. Vous avez un gnomon ici, d'accord, qui fait à peu près 7,50 m de haut, et le rayon ici, c'est 7,50 m pour ce qui concerne les secteurs angulaires. Donc, vous avez des ouvertures, vous pouvez rentrer dedans et aller lire à l'intérieur de la structure circulaire la hauteur du Soleil, son azimut. Vous voyez, ce sont des secteurs angulaires de 12 degrés ici, qui sont gradués horizontalement et qui sont gradués verticalement. Vous avez votre gnomon ici qui projette une ombre, et vous lisez au sommet de l'ombre du gnomon ici, sur la partie graduée, la hauteur et l'azimut du Soleil. Et vous voyez que les gens sont là, ça les fascine. On peut faire des médiations d'ailleurs. C'est un objet absolument extraordinaire. Malheureusement, encore une fois, la dilution de l'ombre par le diamètre apparent du Soleil provoque une lecture qui ne peut être meilleure qu'à plus ou moins 6 minutes de degré. Donc, c'est un objet relativement peu précis, on va dire. On lit une hauteur avec un gnomon, mais on peut lire aussi une direction. Et c'est un Français, au XVIIe siècle, qui s'appelle Volezard, qui va inventer en 1640 un type de cadran solaire particulier qui va être utilisé par la suite, vous allez le voir, qu'on appelle les cadrans solaires analématiques. Alors, ce sont des cadrans solaires qui sont devenus très communs aujourd'hui. En général, c'est un cadran solaire horizontal, elliptique, et ce qui est amusant évidemment, c'est qu'on peut faire indiquer soi-même l'heure. Il suffit de se positionner sur une échelle des dates ici, et vous projetez donc une ombre, et l'intersection de votre ombre avec l'ellipse du cadran analématique vous indique l'heure. C'est un cadran solaire de direction. Vous voyez au passage que la précision de l'heure dépend évidemment de la corpulence de l'indicateur. Alors, ce principe du cadran solaire analématique va être repris par l'armée américaine. Parce que l'armée américaine va être confrontée pendant la Seconde Guerre mondiale à un problème. C'est que dans le Sahara, il y a des anomalies magnétiques, ce qui fait que ça provoque une déviation de la boussole. Et d'autre part, les boussoles qui sont sur les tanks, les jeeps et les chars, eh bien, comme il y a des masses métalliques, l'aiguille devient folle. Donc on se dit, on va utiliser le cadran solaire analématique, et l'armée américaine va passer commande à une société américaine qui s'appelle Abrams, et on va reprendre ce principe du cadran solaire elliptique analématique, et on va munir ces jeeps de cet instrument, qui est une boussole solaire. On va également équiper les bombardiers, parce qu'on se dit si un bombardier s'écrase, pour retrouver le nord, il utilisera ce genre d'instrument. Donc c'est un gnomon, vous voyez ici, avec évidemment un abaque complexe ici, et l'ombre du gnomon sur l'abaque vous permet de déterminer le nord géographique avec une précision inférieure à 1 degré. Instrument tout à fait remarquable, et qui remonte dans le principe, vous le voyez, au XVIIe siècle. On va reprendre ce principe du gnomon dans les missions Apollo.
Les 6 missions Apollo qui se sont posées entre 1969 et 1972 sur la Lune vont déposer à la surface lunaire des manips, des sismomètres, pour étudier la structure du sol lunaire. Vous savez qu'une des grandes découvertes d'ailleurs de ces sismomètres, c'est que la Lune a un noyau liquide. Ça, c'est très surprenant. Et on va également déposer des réflecteurs laser, qui sont toujours, vous le savez, utilisés aujourd'hui. On fait des tirs laser depuis notamment la France, pour mettre en évidence, plutôt pour mesurer le déplacement, l'éloignement de la Lune. Et donc, il va falloir orienter ces instruments géophysiques. Et les astronomes, on va dire, qui préparent, qui anticipent ces missions lunaires, se disent comment on va trouver le nord sur la Lune. D'abord, c'est quoi le nord sur une planète, que ce soit la Lune ou la Terre ou Mars? C'est défini par la direction de l'axe de rotation de la planète. La Lune, vous le savez, présente la même face à la Terre, mais elle a un nord géographique lunaire. D'ailleurs, on serait bien embêté de trouver le nord avec une boussole, puisqu'il n'y a pas de champ magnétique sur la Lune. Donc, on va munir les expériences des missions Apollo, on appelle les ALCEP, c'est tout un ensemble de sismomètres, de mesureurs d'éjectats de météorites et de réflecteurs laser, de gnomons. Alors là, vous avez ici un sismomètre. Alors on a mis une espèce de substance, vous voyez, pour le protéger des variations de température, et il faut l'orienter. Pour interpréter les ondes sismiques en géophysique, il faut connaître la position du sismomètre par rapport au nord géographique lunaire. On va donc mettre au sommet du sismomètre un gnomon, le voilà, c'est un simple fil à plomb libre, et on va mettre autour une mire, et les astronautes des missions Apollo, qui étaient en lien avec Houston, tournaient la mire jusqu'à amener l'ombre du gnomon dans la bonne direction. Tous les instruments scientifiques de la Lune ont été orientés avec des gnomons. Alors l'avantage d'avoir un gnomon sur la Lune, c'est que quand vous êtes sur la Lune, l'ombre parcourt un secteur de 180 degrés en à peu près 15 jours. D'accord ? 180 degrés de variation de l'ombre en 15 jours. Donc vous avez une précision absolument extraordinaire. Ce principe du gnomon lunaire, il va être repris il y a pratiquement 1 an jour pour jour, puisque d'ailleurs c'était à la Cité des sciences et de l'industrie que l'on allait assister à l'atterrissage de la sonde InSight. C'était le 26 novembre. Vous savez que la NASA a envoyé sur Mars une sonde qui s'est posée donc il y a presque 1 an. Et le principe, ou plutôt un des buts de cette manip InSight, c'est d'étudier la structure du sol martien. Il y a 2 grandes manips. Il y a d'abord le sismomètre SAIS, qui était fait par l'Institut de physique du globe. C'est une expérience de Philippe Lognonnet. Et puis vous avez l'expérience HP-Cube, qui est un forage qui permet d'étudier, encore une fois, la structure du sol martien. Donc la NASA se dit, bon, on va poser notre sismomètre, mais il faut connaître l'orientation du sismomètre par rapport au nord géographique martien. Donc on va munir le sommet du sismomètre d'un gnomon. Si on peut appeler ça un gnomon, vous allez le voir. J'appelle ça un bitonio-préhenseur, parce que ce n'est pas du tout optimal. Et au début de l'année 2019, donc vous voyez que c'est vraiment récent, on va utiliser l'ombre de ce gnomon pour trouver le nord. InSight s'est posé ici dans cette région, à environ, vous le voyez, 135 degrés de longitude est et un petit peu au nord de l'équateur martien. Donc on va connaître à la fois les coordonnées géographiques de l'atterrisseur, on va connaître le temps universel, et le but est le suivant. On va utilisé grâce à une caméra qui se trouve au bout du bras articulé. Vous avez ici le système préhenseur avec le bitonio, parce qu'évidemment, on est passé de l'atterrisseur au sol. Il faut le poser en plus dans la bonne direction. Vous voyez le petit bitonio qui est là, qui projette une ombre, et grâce à la mire graduée qui se trouve autour du gnomon, grâce à sa direction et grâce à la longueur de l'ombre, on va déterminer la direction du nord géographique martien avec une précision d'environ 2,5 degrés. Donc ce qui est amusant, si vous le voyez dans cette expérience, c'est qu'un instrument qui paraît appartenir à la plus haute antiquité, parce que le gnomon est attesté chez les Babyloniens dès 2500 ans avant Jésus-Christ, et quand vous voyez aujourd'hui un astronome, vous lui parlez d'un gnomon, il a un petit sourire en disant « oui, c'est gentil, tout ça, mais c'est de la vieille astronomie ». Eh bien, vous voyez, non, ça peut retrouver une nouvelle virginité, c'est une leçon d'humilité, et je conclurai en
m'interrogeant et en me demandant si le gnomon, justement, n'est pas l'instrument de conquête du futur des exoplanètes. Et je vous remercie pour votre attention. Il y a l'idée que dans l'Antiquité, l'Empire romain, quand il était en contact avec la Grèce, la science gnomonique, elle l'a emporté pour l'Empire, mais avec l'erreur, parce qu'il n'était pas avec la latitude des locaux de l'Empire. Ça, c'est vrai? Je vous fais allusion au cadran solaire de Catane qui a été rapporté lors de la Deuxième Guerre punique. Alors effectivement, les Grecs avaient une gnomonique développée, c'est-à-dire qu'on a déjà une division assez élaborée du temps avec des instruments d'astronomie, des cadrans solaires. Hein. Le gnomon a plutôt une fonction astronomique. On a gardé à peu près 600 cadrans solaires gréco-romains qui nous sont parvenus. D'accord. Mais on est très embarrassé parce que c'est très lacunaire sur la façon dont s'est fait évidemment ce transfert des Grecs chez les Romains, qui étaient, vous savez, pas tellement, on va dire, des astronomes de premier plan, contrairement aux Grecs. Et le seul ouvrage de l'Antiquité un peu qui parle de gnomonique, c'est l'ouvrage de Vitruve, le De Architectura, où dans le livre 9, il décrit tous les types de cadrans solaires qui existaient dans l'Antiquité. Et l'histoire que vous racontez, à savoir, elle est racontée par Pline d'ailleurs dans l'histoire naturelle, je crois, où on a ramené un cadran solaire de Catane, donc en Sicile, à Rome, et qu'on l'a laissé là pendant très longtemps, sans savoir qu'il fonctionnait. Ça montre bien effectivement la crédulité et le fait que les gens, en fait, s'en fichaient un petit peu de savoir à quelle heure il était, si vous voulez, dans l'Antiquité. Ça n'avait pas tellement d'importance. Le cadran solaire, dans l'Antiquité, est plutôt un instrument de prestige. Hein. Mais c'est une histoire amusante. Alors, figurez-vous qu'après, Rome va se couvrir de cadrans solaires. On a plein de villes, on a des témoignages. Et d'ailleurs, les gens commencent à se plaindre. Ils disent, avant, quand on avait faim, enfin, on mangeait quand on avait faim. Maintenant, avec les cadrans solaires qu'il y a à Rome, on est obligé de manger quand c'est milieu cadran solaire. J'en profite pour vous dire, vous savez que l'heure dans l'Antiquité n'est pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Vous savez que l'heure dans l'Antiquité, et ça sera également valable jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est la 12e partie de l'intervalle de temps compris entre le lever et le coucher du soleil. Ce qui fait que l'heure dans l'Antiquité, quand on a affaire à un texte antique et même un texte théologique, on doit toujours ne jamais perdre de vue que cette heure est ce qu'on appelle une heure temporaire ou inégale qui ne vaut pas 60 minutes. En France, l'heure inégale dure 80 minutes en été et 40 minutes en hiver. Il n'y a qu'aux équinoxes où l'heure dure 60 minutes, c'est ce qu'on appelle l'heure équinoxiale, et c'est elle qui va triompher, notamment grâce à l'horlogerie. Alors Denis Savoie, je vais me prêter un petit exercice qui est l'exercice de la synthèse, pour conclure. C'est très amusant parce qu'on a tendance, dans une historiographie récente, à toujours insister sur les ruptures, les disruptions, les changements de paradigme en sciences, et on a un outil absolument unique dans l'histoire qu'on arrive à retrouver des plus anciennes civilisations antiques aux plus récents changements et aux plus récents progrès en aérospatial. Alors la question est, le temps des gnomons est-il de retour? Déjà, il faudrait se demander, c'est très intéressant, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de se poser cette question aujourd'hui? Et ce qui rapproche la conquête spatiale aujourd'hui des premières conquêtes du temps et de l'espace dans la plus haute antiquité? La réponse est donc évidemment oui, le temps des gnomons était de retour, même si, à vous écouter, on a l'impression que le temps des gnomons, en fait, ne s'est jamais vraiment terminé. Et on a toujours eu cette constante dans l'histoire de mesure du temps, cette volonté de mesure du temps pour à la fois contrôler la vie sociale et à la fois comprendre mieux le monde qui nous entoure via l'aventure scientifique. Alors, Athème Ward, on est particulièrement sensible aux gnomons, parce que comme vous le savez, on a transformé la Tour Eiffel en gnomon au printemps dernier, dans la conférence de presse qui a permis de lancer le congrès. Donc c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur Internet et qui est absolument magnifique, dans laquelle on voit qu'on peut lire l'heure avec la Tour Eiffel, qui est quand même le gnomon principal de Paris. Alors je pense que la précision, malheureusement, n'est pas très bonne, parce que si je me souviens bien, l'heure qu'on avait pendant la conférence tenait dans la Seine. Donc pas facile à mesurer. Donc le gnomon, pour donner une définition finale, c'est cet instrument qui permet, à partir d'un double mouvement, celui de la Terre et du système solaire, de donner une indication à la fois géographique et temporelle. Gnomon veut d'ailleurs dire indicateur, si j'ai bien compris, en grec. Au travers de votre conférence, on a suivi plusieurs défis qui ont marqué l'histoire du gnomon. Un défi géographique avec Ératosthène, mais aussi des défis architecturaux, comme les Cassini en Italie, puis en France, ont pu les vivre. Et enfin, des défis quasiment rhétoriques entre Euler, Lemonnier, avec toute une controverse qui peut parfois être de longue haleine, puisque, si j'ai bien compris, ça a duré 19 ans pour une des expériences. Enfin, on a des défis techniques, mathématiques,
Poser un gnomon n'a pas l'air toujours facile, puisqu'on peut voir que la pénombre induit de nombreuses erreurs et de nombreuses difficultés à lire l'heure. Et enfin, on a tout un ensemble de défis mathématiques. On voit que le gnomon a rythmé l'aventure scientifique depuis ses origines, avec l'invention de la trigonométrie sphérique, avec l'invention de prodigieux instruments au fur et à mesure des époques, pour arriver à comprendre de plus en plus, avec une finesse de plus en plus importante, l'heure et la localisation géographique. Donc, pour répondre enfin à la question, le temps des gnomons est de retour. Oui, définitivement. On a l'impression qu'on a affaire à une sorte de rasoir d'Occam pratique, en fait. L'instrument le plus simple est bizarrement celui qui a la durée de vie la plus importante, sans qu'on sache vraiment et sans qu'on arrive, et c'est un peu frustrant, à dire pourquoi ce rasoir d'Occam, ce principe de simplicité est justifié. Mais c'est une preuve que vous nous apportez aujourd'hui, donc merci infiniment. Merci, belle synthèse.